performance commerciale encore en mode webinaire. Alors, vous allez encore vous en frapper quelques-uns dans le mois qui vient, en espérant que d'ici le mois de septembre à la rentrée, on puisse reprendre le cours de nos clubs en mode présentiel qui nous manque tant. Donc, les clubs de la performance commerciale sont organisés conjointement par les DCF, les dirigeants commerciaux de France, qui est une belle association qui a fêté ses 90 ans en début d'année et qui représente à peu près en France 2500 managers commerciaux, directeurs commerciaux et chefs d'entreprise qui ont tous pour vocation de défendre ce plus beau métier du monde, qui est le métier de commercial. Il manque en France chaque année 150 000 commerciaux. Et je crois qu'avec les événements qu'on vient de subir et que l'on subit encore, on n'a jamais autant manqué de forces vives commerciales. Et donc ces clubs ont pour objectif de vous apporter du contenu pour vous aider à améliorer votre efficacité commerciale. Et donc on construit avec mes camarades un programme qui s'étale sur une année autour de 3 grandes thématiques que l'on traite dans ces clubs. Les techniques classiques de vente, et donc ça va être l'objet de ce club aujourd'hui avec Arnaud. Donc on traite des techniques de vente, on parle du digital, bien évidemment, parce que le digital, c'est invité de la partie dans notre efficacité commerciale. Et puis on parle également de la posture du commercial, on parle beaucoup de savoir-être, d'état d'esprit, de mental. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes pour ces activités-là. Et d'ailleurs, on a un webinaire qui va traiter du sujet bientôt. Donc, comme je vous disais, les clubs sont organisés par les DCF et l'UPE 13 qui organise la logistique. Et je propose de te passer la parole, Sylvie, pour que tu nous dises un mot sur l'UP et surtout l'actualité à venir de l'UPE 13 qui reste très chargée, qui n'a jamais été aussi intense avec le confinement et puis sur cette reprise. D'accord. Bon, ben merci Olivier. Ben, écoutez, ravi de vous accueillir à toutes et à tous sur ce webinaire. Donc, très rapidement, je suis Sylvie Torligan et à l'UPE 13, j'ai en charge le territoire de l'Est de Marseille. Donc, l'UP, vous savez, a été aussi très active malgré cette crise. Elle vous a accompagné au quotidien. Donc, dans un premier temps, l'UPE 13 a mis en place des fils WhatsApp sur tous nos territoires. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu être rattaché à un fil WhatsApp. Je vous rappelle leur existence. En fait, il suffit pour cela d'être adhérent à notre organisation professionnelle et de vous rapprocher de vos managers de territoire, donc qui sont également sur ce webinaire. Vous avez Nathalie Azéna et Céline qui sont sur l'étang de Berre. Vous avez Vanessa et Michel Pétou qui sont sur Aix. Vous avez Laurence qui est sur Arles et sur Marseille, vous avez Marianne Cher, Sylvie Gaillard et Jean-Philippe Bonifaci. Donc, n'hésitez pas parce que ces fils WhatsApp sont très actifs. Ils vous ont donné de l'information pendant toutes ces semaines de confinement. Ils ont recueilli toutes vos interrogations et c'est vrai que notre service juridique a été sur le pont, mais pratiquement 24 heures sur 24. Donc, je vous invite à continuer également si vous avez encore des questionnements voilà, sur le social, enfin peu importe, à faire appel à notre équipe. Et dans un deuxième temps, nous avons décidé également de garder le lien avec vous et de vous proposer une animation à distance. C'est pour ça que je remercie vraiment très sincèrement les DCF parce qu'en un temps record, ils vous proposent 3 webinaires avec 3 super animateurs. Donc, c'est aussi ce temps-là est fait pour vous former, vous informer, surtout garder le lien et vous aider également à développer votre business. Donc, à côté de ces webinaires du club performance commerciale, nous avons mis en place des clubs management et également des smart business. Voilà. Donc, c'est vrai que l'activité est très riche. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour avoir toutes les informations. Voilà. Je pense que voilà. Merci Sylvie pour ces précisions. Donc, tu parlais de webinaires encore à venir dans le mois qui vient. On aura le plaisir de recevoir le 23 juin Nathalie Lebrun qui est parmi nous. Et on parlera comment gérer ses peurs dans cette situation inédite. Alors, tu as aussi des webinaires en club management, Sylvie, si je ne m'abuse. Voilà, donc le 30 juin,
Alors, le premier, c'est le 16 juin sur la relation managériale. En fait, c'est un petit peu échanger avec vous sur tout ce que vous avez vécu pendant le confinement, le télétravail, la gestion du stress, comment manager les équipes à distance, etc. Donc, je vous invite vraiment à y participer. On l'a vu aussi pendant toute cette période, il y a de la solidarité, de l'entraide qui est née au niveau des DRH, etc. Donc, venez partager aussi avec nous toutes vos expériences, quoi. Voilà. Ah, attends. Alors, Olivier, il faut que je réactive ton micro. Olivier, ton micro est coupé. Oui, mais c'est pas... Voilà. Voilà. Tu me fais des cachotteries, Sylvie, en live. Donc, je disais, le 23 juin, comment gérer ses peurs dans cette situation inédite. On a un autre club management le 30 juin sur remobiliser ses équipes dans la crise. Et on a un nouveau club de la performance commerciale le 7 juillet. Comment faire rapidement du chiffre d'affaires grâce au digital, donc avec des techniques et des bonnes pratiques à partager ensemble. Et on finira le 8 juillet avec un dernier club management sur décider dans l'incertitude. Quel programme avant de partir à la plage et de se retrouver au mois de septembre, j'espère enfin en présentiel. Je vais de ce pas passer la parole à Arnaud Ciel qui va donc animer ce webinaire. Vous devez avoir devant vos yeux une barre de chat. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis je ferai le modérateur, Arnaud, si tu le permets. Et je me permettrai de te couper s'il y a des questions pendant ton intervention. Voilà, on a vraiment voulu ce format le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant l'intervention d'Arnaud. De toute façon, on se gardera un temps à la fin du webinaire pour échanger avec toi, Arnaud. Donc Arnaud, c'est vrai que la tendance peut être assez forte pendant cette période pour les clients de nous gratter les prix. Alors moi, j'ai coutume de dire qu'un client qui commence à gratter les prix, c'est pas bon signe, mais bon, tu pourras partager des choses avec nous là-dessus. Mais c'est vrai que la tendance est forte. Donc tu voulais partager avec nous 5 cas concrets, 5 astuces pour résister, ne pas craquer à la tentation de pouvoir faire du chiffre d'affaires et de baisser ses prix, baisser ses marges. Oui, tout à fait, Olivier. Bon, merci pour ce lancement. Donc, merci Sylvie et l'UPE13 donc d'avoir organisé le cadre de ce webinaire. Olivier, une question pratique. Toi qui es le maître du temps, rappelle-moi la contrainte, l'heure à laquelle on doit clôturer. Nous clôturons à 18h45. Okay. Voilà, ça te laisse 30 minutes à peu près, et puis pour se laisser un temps de questions-réponses. Très bien. Donc c'est parti, j'espère que vous allez voir tout de suite apparaître le support que j'ai présenté pour cette occasion, qui normalement, il y a toujours un petit peu de stress sur les webinaires, sur la partie technique, est-ce que ça va marcher, est-ce que le diaporama va bien s'afficher? Donc oui, ça a l'air de bien fonctionner. Tout va bien. Super. Donc rebonjour à tous, donc je m'appelle Arnaud Ciel, je dirige une boîte qui s'appelle CA+, je fais du conseil en marketing et en développement commercial. Donc j'aide mes clients à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Effectivement, Olivier, grande peut-être la tentation en ces temps un peu difficiles, que certains pourraient ressentir comme de vaches maigres, peut-être que certains acheteurs vont avoir encore plus que d'habitude la tentation vulgaire peut-être même de vouloir, comme tu dis, carotter, négocier les prix. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble trois points. Le premier, c'est quels sont les bons réflexes à adopter face à un prospect qui négocie nos prix. Quelles sont effectivement les 5 situations, les 5 raisons totalement différentes qui font qu'un client discute un prix. Et enfin, s'il nous reste un tout petit peu de temps, nous ferons un zoom sur la négociation et comment donc négocier. Et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions au chat, non, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la zone chat.
Et j'espère qu'à 18h45, vous repartirez avec au moins 3 trucs, astuces ou bonnes pratiques à mettre en œuvre dès demain matin. Les bons réflexes déjà, peut-être rappelons-nous quelques éléments clés quand même. Le premier, c'est que face à un client qui négocie notre prix, alors qu'on a plutôt tendance à se sentir agressé, rappelons-nous plutôt qu'on a plutôt intérêt à se réjouir. En effet, un client qui négocie, c'est quand même un client qui a envie d'acheter. Donc certes, on peut se sentir agressé parce qu'on se dit qu'il carotte notre marge, mais c'est quand même qu'il est intéressé. Donc déjà, réjouissons-nous. Deuxième point, acceptons. Si nous étions comme avant, dans une vraie salle, je vous aurais demandé qui parmi nous n'a jamais négocié quoi que ce soit. Et là, je pense que nous aurions entendu un silence assourdissant, parce que personne n'a jamais rien négocié. Chacun d'entre nous, pour des sujets différents, nous avons eu la démarche, nous aussi, de vouloir négocier, nous aussi, de vouloir demander une remise. Donc, acceptons que nos clients ou nos prospects fassent de même. Acceptons. Et prenons le temps de comprendre pourquoi notre prospect veut discuter notre prix. En effet, je pense qu'il existe 5 raisons totalement différentes qui amènent un client à discuter le prix. Donc, pourquoi donc veut-il discuter le prix? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple très concret, qu'on prenne un produit très, très concret, bon, en l'occurrence un casque de moto. Ce casque de moto pour 2 raisons. D'abord parce que j'avais envie de partager ma passion avec vous pour la moto. Puis en plus, c'est une très très belle entreprise de la région qui s'appelle Shark. Je ne sais plus s'ils sont adhérents ou pas de l'UPE 13, tiens. Je vois Sylvie qui fait oui, 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 donc ils sont adhérents de l'UPE 13, donc ils ont 2 qualités. Ils sont non seulement une belle boîte de la région, et en plus, ils sont adhérents de l'UPE 13. Supposons que vous ayez envie d'acheter ce beau casque, c'est le haut de gamme de chez Shark, et de mémoire, ça fait 899 €. Il se peut que face à ce prix de 899 €, vous poussiez un petit cri, vous disiez et vous vouliez effectivement discuter ce prix. Il me semble que vous allez discuter le prix de ce casque pour 5 raisons totalement différentes. La première, toute bête, peut-être que c'est le budget. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aviez pas prévu d'investir 899 € dans l'achat de votre casque. Tout simplement parce que vous ne les avez pas. Vous vous êtes fixé un budget différent et en l'occurrence plus bas. Donc la première raison, et il n'y a pas de hiérarchie, hein, entendons-le bien, mais une des 5 raisons potentielles qui font que vous allez discuter le prix de ce casque, c'est que tout bêtement, vous n'avez pas prévu d'allouer 900 € à cet achat. Et là, le premier bon réflexe qu'on doit avoir en tant que vendeur, c'est « Ok, très bien, merci de votre franchise. » Et à ce moment-là, quel est le budget que vous avez prévu? Et le client va nous indiquer, il va nous dire, ben voilà, moi initialement, je n'avais pas prévu de dépenser plus de 400 € pour ce casque. Ah, ok, très bien. À ce moment-là, je vous propose un autre modèle de ma gamme. Donc, une des 5 raisons pour lesquelles le client discute le prix, c'est que tout bêtement, il n'avait pas prévu d'allouer ce budget-là, il n'a pas les moyens. Deuxième raison, totalement différente, c'est la concurrence. En effet, par exemple, sur le marché du casque de moto, Shark n'est pas le seul fabricant de casques. Il en existe beaucoup d'autres. Et là, notre client, il discute le prix parce qu'il dit, mais attendez, moi j'ai vu un casque de chez Shoei ou de chez Arai qui est aussi chouette et qui est moins cher. C'est-à-dire que là, le client discute notre prix parce qu'il a le sentiment d'avoir une offre en tout point comparable et qui lui semble moins cher et qui est moins cher. Donc c'est pour cette raison qu'il discute notre prix. Et dans ce cas-là, il va être important de comprendre avec qui il nous met en concurrence et justement, est-ce que nos offres sont en tout point comparables? Olivier, juste avant que nous démarrions ce webinaire, nous faisait part de l'installation toute récente chez lui, de magnifiques porte-fenêtres, si j'ai bien compris, c'est ça?
des nouvelles portes-fenêtres chez toi. Peut-être que tu as consulté plusieurs sociétés avant de faire ton choix, et peut-être que tu as consulté 2 ou 3 entreprises qui t'ont fait des devis. Il se peut que tu aies dit à une des sociétés qui t'avait fait des devis pour tes porte-fenêtres, peut-être que tu leur as dit, mais attendez, moi j'ai une offre concurrente qui est moins chère. Ok, comparons. S'agit-il exactement des mêmes vitrages? S'agit-il des mêmes qualités d'aluminium? Ah ben non, c'est du PVC. Ah ben, monsieur Avossio, vous ne pouvez pas comparer du PVC et de l'alu. Est-ce que les doubles vitrages sont de même qualité? En termes d'épaisseur de verre, en termes d'épaisseur de l'espace entre les verres, en termes de qualité donc d'alu, etc. Donc on va rentrer dans le détail de la comparaison, et surtout en ayant à cœur de mettre en avant nos points forts. Et évidemment, le piège à éviter, c'est de dénigrer le concurrent. Donc, une des 5 raisons qui font que le client discute notre prix, c'est peut-être parce qu'il a une offre concurrente. Il se peut ensuite qu'il discute notre budget parce qu'en fait, le prix lui semble disproportionné par rapport à ses enjeux ou par rapport à son retour sur investissement. Si on revient sur l'exemple de notre casque, pourquoi achetez-vous un casque? Et si c'est juste ne pas être arrêté par la police quand je me déplace en 2 roues? Ah, c'est juste pour ça. À ce moment-là, on a un modèle fabriqué en Chine, à Wuhan d'ailleurs, qui est super, qui est à 49 € et qui est super, qui vous permettra de ne pas être arrêté par la police si c'est juste votre seule attente. Si en revanche, votre attente, c'est de rester en vie en cas d'accident, bon, je vous conseille de rester sur ce modèle-là. Donc, pourquoi est-ce que notre client achète notre produit ou notre service? Qu'est-ce qu'il en attend en termes d'enjeux, en termes de retour sur investissement? Pourquoi est-ce que vous changez vos porte-fenêtres, monsieur Alossio? Est-ce que c'est pour rester 10-15 ans au chaud dans cette maison? Ou est-ce que c'est juste pour qu'elle soit un peu plus jolie, un peu plus propre, et pour la revendre? Ce n'est pas les mêmes enjeux, et c'est vrai que peut-être que je comprends mieux pourquoi vous discutez mon prix. Quatrième raison, peut-être qu'il a un doute sur la qualité. C'est-à-dire que là, il discute notre prix parce qu'en fait, il n'a pas le sentiment d'en avoir pour ses sous, comme on dit familièrement. 900 € pour un truc, c'est quoi, c'est un casque? C'est un peu de plastique, un peu de mousse. Un coup de peinture, ça vaut pas 900 €. Vous me prenez pour un jambon. J'ai pas l'impression d'en avoir pour mes sous. C'est-à-dire que là, il a un doute sur la qualité. Il va sans doute être nécessaire de lui réexpliquer ce qui fait la qualité de notre produit, les années de recherche et développement qui ont été nécessaires pour aboutir à la qualité de ce casque haut de gamme, les composants qui rentrent en jeu, les niveaux de certification, le fait que des pilotes de Grand Prix utilisent le même casque. On va revenir sur ce qui fait la qualité de notre produit et c'est ce qui explique son prix. Pour vous donner un exemple très intéressant de ça, ouais, je pense qu'on a le temps, je surveille le timing. Un jour, je devais subir une opération un petit peu particulière chez un dentiste très particulier qui devait m'enlever quelque chose, un bout d'instrument qui était coincé, cassé au fond d'une racine. Donc c'était une opération très particulière, donc elle me fait une première auscultation au terme de laquelle elle m'explique que c'est possible, que l'opération va être un peu lourde, que ça va durer 1h15. Elle me présente son devis et elle me dit, écoutez, si vous êtes d'accord, on prend rendez-vous. Donc je dis, écoutez, oui, bien sûr. Et quand je prends son devis, je pousse un petit cri parce que je dis, ah oui, quand même, 1h15, 850 €. Ben, écoutez, chère madame, vous me faites rêver. Je pensais être cher en termes de taux horaire, mais en fait, je découvre que je suis un vrai petit joueur. Parce que 1h15, 850 €, c'est incroyable. Et là, spontanément, cette dame me répond, me dit, mais
Si vous voulez, vous pouvez payer en 3 fois. Non, mais je dis, mais c'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon référentiel, moi, c'est du taux horaire aussi, et que 850 € pour 1h15, vraiment, je trouve ça très très cher. Ah! Et en fait, mon souci, c'était pas un problème de budget. C'était, je trouve que vous m'en mettez pour un peu trop. J'ai un doute sur est-ce que ça les vaut. Et là, cette médecin a pris le temps de m'expliquer. Elle m'a dit, écoutez, ça y est, j'ai compris. D'abord, je ne serai pas toute seule, j'aurai une assistante dentaire avec moi pendant toute l'opération. Je vais vous opérer dans un petit bloc qui représente X milliers d'euros d'investissement. Le microscope que je vais utiliser lui-même, il coûte tant. Il doit être révisé, certifié, ça me coûte tant. En fait, si vous voulez connaître, mon vrai taux horaire sur cette opération, il est de 120 €. Ah, ok. Ah ben, vous n'êtes pas assez cher. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'avais besoin d'explications sur la valeur, sur le coût qui justifiait cette qualité. Et enfin, dernière raison, oui, peut-être que en fait, je discute le prix pour aucune des 4 premières raisons. C'est parce que je veux négocier. Mais déjà, il est donc essentiel face à un client qui discute notre prix de comprendre dans laquelle de ces 5 situations il se trouve. Parce que nos réponses pour chacune de ces 5 situations n'ont absolument rien à voir. Et donc, il est essentiel de ne pas croiser les skis, de ne pas s'en mêler et de bien comprendre dans laquelle de ces 5 situations le client se trouve. Et n'hésitons pas explicitement à lui poser la question. J'entends, cher monsieur, que mon prix vous pose un problème et je vous remercie de m'alerter. Mais est-ce que vous voulez bien m'éclairer? En quoi vous pose-t-il un problème? Est-ce que c'est un problème de qualité? Est-ce que c'est un problème d'enjeu? Est-ce que c'est un problème de concurrence? Est-ce que c'est un problème de budget? Ou est-ce que tout simplement, est-ce que c'est parce que vous voulez négocier? Parce que les réponses, donc une nouvelle fois à apporter, seront totalement différentes. Déjà, par rapport à ces 5 raisons, Olivier, est-ce que tu as vu passer des questions, des réactions? Est-ce que vous voulez qu'on marque un arrêt et que l'on échange déjà sur ces 5 raisons? Est-ce qu'elles sont très claires? C'est très clair, Arnaud. Écoute, non, c'est limpide. Oui. Tu peux continuer. Je vous propose alors que nous fassions un zoom sur la négociation. C'était que le client, en fait, n'a pas de doute sur notre qualité, il n'y a pas tellement de concurrents, il n'y a pas de doute sur son ROI, il n'y a pas un problème de budget. C'est qu'en fait, l'ADN de ce prospect, c'est ce qu'il aime, c'est négocier le prix. Ah, vous voulez négocier? Ok. Alors là, déjà, nous, on a un choix stratégique à faire, avant même d'avoir rencontré le moindre prospect. Le choix stratégique à faire, c'est qu'il existe 2 écoles possibles. Il existe l'école du psychorigide. C'est-à-dire que vous décidez que, vous voulez négocier, ben, bonne nouvelle. Chez moi, vous êtes sûr d'acheter au meilleur prix parce qu'il n'y en a qu'un. Vous êtes sûr d'obtenir la plus grosse remise possible parce qu'il n'y en a aucune. C'est-à-dire que vous décidez que sur votre marché, compte tenu de votre posture, compte tenu de votre position sur le marché, compte tenu du type de marché sur lequel vous opérez, il vous est possible d'avoir une stratégie de psychorigide. C'est-à-dire que vous êtes prêt à tenir, mon record c'est 35 minutes, en disant non à un client, et que vous êtes capable de lui accorder 0, tout en gardant le sourire, le lien, mais vous êtes prête à lâcher 0. Vous êtes dans la stratégie du psychorigide. Bien évidemment, si vous vendez des matières premières et que vous faites du commerce international avec les pays du Maghreb, vous oubliez cette posture de psychorigide, ça ne va pas du tout être adapté. De la même façon, si vous vendez à la grande distribution, la posture du psychorigide, ça ne va pas le faire.
Donc, vous allez être obligé d'accepter le jeu de la négociation, le jeu du négociateur. Dans ce cas-là, je vous propose quelques outils, techniques et postures. Première recommandation, c'est peut-être une évidence, mais qu'est-ce qu'on l'oublie? 90% du succès d'une négociation, c'est dans la préparation. Donc, déjà, commençons par nous préparer. Se préparer, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques tips en termes de préparation. La première, une BATNA. Alors, une BATNA, c'est pas pour ceux qui seraient nés avant 1980, donc un bonbon, mais plutôt une best alternative to a negotiated agreement. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler en français le plan B. C'est qu'il est essentiel d'arriver à la table de la négociation en ayant accepté qu'elle n'aboutisse pas. C'est que je vais arriver chez ce prospect en me disant, ben, il se peut que je n'aboutisse pas et je suis préparé sur des alternatives à une conclusion positive de cette négo. C'est que concrètement, je vais arriver chez ce prospect en me disant, bah, écoute, c'est super, si jamais je ne signe pas avec lui, je suis déjà prêt à signer avec un autre. Et j'espère que les deux ne vont pas me dire oui, parce que de toute façon, je ne serai pas capable de gérer les deux en même temps. Je vais également préparer mes 3 seuils. Les 3 seuils, c'est que si mon objectif, c'est de vendre mon produit, mon 100. Si mon objectif, c'est de vendre mon produit 100, j'ai intérêt à avoir une demande initiale à, par exemple, 110 et un seuil de rupture à, par exemple, 90. C'est ce qu'on appelle les 3 seuils. La demande initiale, l'objectif et le seuil de rupture. Et je suis préparé sur ces 3 seuils et évidemment, il y a une cohérence entre les 3. Mais si mon objectif, c'est de signer à 100, je ne peux pas avoir une demande initiale à 100. J'ai intérêt à avoir une demande initiale, par exemple, à 110. Et je vais préparer mon seuil de rupture, c'est-à-dire le prix en dessous duquel je ne veux plus travailler. Je vais préparer également mes arguments. C'est-à-dire quels sont tous les arguments que je vais utiliser pour refuser au début. Parce que même si j'ai accepté le jeu de la négo, j'ai quand même intérêt à commencer par dire non. Non plus un argument. Je prépare également toutes les contreparties que je vais demander. Vous savez que ça, c'est une des clés de la négo, c'est ne jamais accorder une concession sans contrepartie. Sinon, on est dans le syndrome de la maman qui joue au Monopoly. Mon lapinou, tu veux la rue Lafayette, tiens, je te la donne. Et généralement, vous avez remarqué, les mamans finissent très vite les tours de Monopoly parce qu'elles donnent toutes les cartes que lapinou demande. Donc là, c'est le piège de l'empathie. Donc aucune empathie, et à chaque demande du prospect, je demande une contrepartie. Et ces contreparties, je les prépare. Est-ce que, Olivier, tu veux qu'on fasse un zoom déjà sur les questions ou on les traite toutes à la fin? Non, mais on va, écoute, là j'ai une question de Laurence. N'y a-t-il pas un risque dès le départ à perdre la vente parce qu'on s'est positionné trop cher? Certains clients n'offrent pas la possibilité de négocier. Alors, cette question elle est très intéressante parce qu'elle du coup, elle me ramène à la question précédente que je t'ai pas lue, où on nous disait que dans le monde professionnel, souvent, il y a des responsables achats qui ont une rémunération sur le montant qu'il fait gagner à l'entreprise. Et donc, son gagne-pain que de défendre et que de négocier. C'est vrai, oui. Donc là, tu vois, on a les deux cas de figure. Ouais. Et c'est vrai peut avoir tendance, surtout sur un prospect qu'on ne connaît pas, à vouloir attaquer au juste prix et pas trop pour pas te disqualifier.
C'est l'éternelle question, Arnaud, ça. Alors, Laurence, moi je suis plus à l'aise, je suis super à l'aise avec votre question parce que personnellement, je ne négocie pas, je suis en posture de psychorigide. Donc, effectivement, j'ai qu'un prix, c'est le même tout le temps. Donc, effectivement, moi je me sens très serein par rapport à ce risque-là. Si, mettons, en revanche, pour quand même vous répondre complètement, si on revient sur le conseil de négociation qu'on peut employer, c'est la technique des 3 seuils. Il est important que vos 3 seuils et donc votre demande initiale soient cohérentes par rapport à votre prix objectif et soit également, cette demande initiale soit cohérente par rapport à un prix de marché. C'est, pour prendre un exemple trivial, enfin très grand public, vous savez, c'est si vous vendez un bien immobilier, si son prix de marché c'est, je ne sais pas, on va dire 300 000 euros. Vous vendez un appartement dont le prix de marché c'est 300 000 euros et que vous l'affichez à 500 000, vous n'aurez ni visite ni demande parce que votre prix est tellement en dehors du marché que les gens diront bon ben celui-là ou celle-là, il ou elle est perché, on va attendre qu'il atterrisse. Et vos visiteurs, si tant est que vous en ayez, ne feront même pas de proposition. Si le marché est à 300, peut-être que vous pouvez afficher votre bien immobilier à 330, mais vous ne pouvez pas l'afficher à 500. Donc il est important que votre demande initiale, que votre premier seuil soit cohérent par rapport au marché. Alors, on me dit aussi, c'est intéressant, vous savez comment ça, je l'utilise beaucoup, c'est d'aller emmener le client ailleurs que sur le prix, et notamment sur les conditions commerciales. Souvent, les conditions commerciales sont un argument de négo très important. 1000 fois oui, et tout à fait. Et ça, on a tendance à l'oublier, notamment les conditions de règlement font partie intégrante de la négo. Et ça peut faire partie des contreparties que l'on demande, notamment quand on est une TPE et que l'on négocie avec un très gros. On peut tout à fait, notamment, alors soit du très gros, anticiper ces mauvaises pratiques en termes de règlement. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont très connues pour être des mauvais payeurs. SFR, Thales par exemple. C'est important ça de citer nommément les mauvais payeurs. Donc SFR, Thales Tu répètes en sont plus. connus pour être des mauvais payeurs. À l'inverse, par exemple, Orange s'était magnifiquement illustré en début de confinement en réglant très très vite tous ses fournisseurs. Donc SFR, Thales par exemple, qui sont des mauvais payeurs, l'ensemble des acteurs publics également, l'État est un très très mauvais payeur, notamment donc si on négocie avec des mauvais payeurs de cette espèce, ça peut faire partie de la négo, justement, de demander des acomptes très importants. Ça peut faire partie, oui, ça peut faire partie de la négo. De la même façon qu'on peut demander en contrepartie un témoignage, une étude de cas, le fait que le client accepte d'être client témoin, de faire une vidéo de témoignage. Donc on peut avoir comme ça des contreparties qui ont beaucoup de valeur pour nous TPE et qui en plus sont faciles à accorder pour le grand compte. Tu veux traiter d'autres questions, Olivier, ou Je te laisse continuer, tu peux enchaîner. Ouais. Quelques outils de négo. On peut s'appuyer par exemple sur un dégressif officiel. Ça peut être un outil intéressant parce qu'on peut, ça a quelque part un côté, c'est pas moi, regardez, c'est la règle qui a été créée par ma boîte. Voilà les conditions dans lesquelles je peux accorder des remises. C'est très pratiqué dans le monde de l'espace publicitaire et finalement c'est vachement intéressant. Donc le dégressif officiel, il prévoit que par exemple en fonction d'un nombre de parutions, on a droit à telle remise. Et c'est très intéressant parce que ça cadre la négo. Alors Arnaud, là j'ai une question qui va te faire hérisser les cheveux. Puisque je me souviens, tu avais commencé par ça, tu en avais parlé quand on avait fait un webinaire il y a un mois ou deux. Il y a Laurent qui nous dit que durant la période de confinement, il y a eu beaucoup de gratuits. Ça, c'était l'erreur à ne pas faire. Ben oui. Comment faire comprendre aux clients qu'à partir de maintenant, ou pas plus tard que bientôt, les mêmes prestations vont à nouveau être payantes? Certains prospects me posent la question, votre concurrent fait du gratuit, pourquoi pas vous? Vous n'étiez pas solidaire? Point d'interrogation.
Tentative de mise en situation de culpabilité à cause ou grâce à la crise. Ah ça, le piège du gratuit, on en a déjà parlé. Alors, peut-être qu'il nous faudrait plus de temps pour bien répondre, mais en fait, et merci Laurent pour cette question. Je pense que cette question-là, comme finalement toutes les objections, entre guillemets, je sais que j'aime pas ce terme-là, que l'on pressent, que l'on se dit, je risque de rencontrer ça sur le terrain, on a intérêt à se préparer une rhétorique, à se préparer finalement un peu comme un politique. Le politique qui part sur le plateau, il se dit, ouais, à tous les coups, on va masticoter sur tel ou tel sujet. Eh bien, je vais me préparer une ligne de défense, une ligne de rhétorique pour expliquer et pour être fier de pourquoi je n'ai pas fait du gratuit et pourquoi je n'en ferai pas. Et pourquoi, par exemple, il faut arrêter de confondre la solidarité et la fraternité. Mais bon, c'est un autre débat. Et pourquoi je suis fier d'avoir à rendre mes services payants. Ouais, c'est en train de chauffer sur le chat, Arnaud, un peu là. Oui. Et là, on me dit, tu vois, Olivier, ne vaut-il pas mieux se séparer des clients comme ceci? En gros, c'est le client qui commence à te demander du gratuit. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre? Alors moi, personnellement, je suis vraiment d'accord avec cela, où le client, s'il commence à vouloir avoir du gratuit, ça sent pas bon et il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie à dépenser sur ce type de client. T'en penses quoi, Arnaud, toi? Pareil, et je crois que oui, voilà, il faut se préparer une ligne d'argumentaire. Là, on n'a peut-être pas tout l'espace-temps pour le faire, mais se préparer une ligne d'argumentaire de oui, pourquoi j'ai pas fait du gratuit, pourquoi j'en suis fier. Peut-être de réexpliquer les fondamentaux des flux économiques aussi. C'est comme les clients qui rechignent à verser un acompte. En général, ceux-là, ça sent pas bon. Effectivement, ça peut ne pas sentir bon. Alors après, il y a un bouquin que j'adore, je cite très fréquemment, qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent. Et dans les 7 habitudes, il y a, pour être compris, commencer par comprendre. Donc, pourquoi rechigne-t-il à verser un acompte? Pourquoi ça lui pose un problème? Ça peut être intéressant d'abord de le comprendre, pour pouvoir ensuite expliquer pourquoi il est important pour moi d'avoir un acompte et pourquoi je vous le demande. Mais effectivement, d'abord, peut-être commençons par comprendre pourquoi il rechigne à payer un acompte. Alors là, on me dit dans l'excellent, dans le chat, on peut retourner la question au prospect. Avez-vous travaillé gratuitement vous-même? Et oui, effectivement, ouais, très bonne remarque de Philippe Cohn, oui. Est-ce que vous-même, vous avez travaillé gratuitement? Tiens, et puis pourquoi pas si, et tiens, et dans votre boutique, moi, je peux prendre ça gratuitement aussi, alors? Revenons, oui, peut-être sur les fondamentaux des flux économiques. Et de toute façon, le gratuit n'existe pas. S'il y a de la gratuité, il y a forcément à un endroit un payeur. Et forcément, toujours. Dans le monde des startups et des applications, par exemple des applications mobiles, il y a une expression, un axiome qui dit « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Il y a toujours un moment où il y a un acteur qui paye. Donc, voilà, méfions-nous du gratuit. Le gratuit, ça chauffe le chat. Hein. Là, Sylvie, c'est une question pour toi. Pourquoi l'UPE13 ne dénonce-t-elle pas ses adhérents qui ont un tel comportement? Oh là, ça monte, Sylvie, là. Ok. Bon, donc on le voit. Je préfère ne pas répondre à cette question. On le voit. Donc... si vous avez des problèmes de règlement de paiement avec certains adhérents, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, quand même. Donc on le voit, le sujet provoque des réactions chaudes, épidermiques. Bon,
Ce qui est important aussi quand même en négo, c'est de rester cool quand même. Alors si on revient sur nos différents outils de négo, donc on a vu le dégressif officiel, plutôt que d'accorder de la remise, mieux vaut parfois faire du cadeau. C'est moins coûteux et ça a potentiellement en plus de valeur. Ça impacte potentiellement plus le client de faire un cadeau que de faire une remise. Ce qui est important également, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effet, vous savez, cliquer. C'est ce qui nous engage irrémédiablement pour l'avenir. C'est-à-dire que si par exemple on est prestataire de service, plutôt que de baisser le prix de sa journée, parce que ça va nous impacter durablement, donc on aura un effet cliqué, mieux vaut accorder une remise exceptionnelle et bien bordée que c'est dans le cadre de cette mission, de cette formation, de cette livraison. Et enfin, quelques techniques rapidement. Même si on a décidé de négocier, commençons par refuser. Le négociateur, de toute façon, celui qui aime négocier, il aime quand c'est âpre, quand il aime bien batailler. Toujours une contrepartie, nous l'avons vu, reculer à petits pas. Il y a une expression qui est terrible et un piège dans lequel on tombe tous, c'est bon, ben, on va couper la poire en deux. Oui. Mais il n'y a nulle part écrit couper la poire en deux parts équivalentes. C'est que si on est sur notre exemple de l'appartement, je l'ai affiché à 325 000 €. Mon acheteur veut l'acheter à 300 000. Il me dit coupons la poire en deux. D'accord, 321 000. J'ai coupé la poire en deux. Il n'y a nulle part écrit que les deux parts de la poire sont égales. Dans ce cas, qui est la poire, dit Philippe. Mais c'est très français. Le partage n'induit pas forcément l'équité. Le partage, ce n'est pas forcément deux parts égales. Donc, coupons la poire en deux. Je ne suis pas obligé de faire la moitié du chemin d'un coup. Je peux reculer à petits pas. Je peux gérer parfois dans une négo, ça devient tendu. Il peut y avoir des points de blocage. On est en train de se crisper. N'hésitons pas dans ce cas-là à dire, bon, visiblement sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Ce que je vous propose, Olivier, actons que nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Et si vous êtes d'accord, on le met de côté et on y revient tout à l'heure. Et peut-être on va traiter des points qui sont plus faciles. C'est qu'on peut comme ça gérer des points de blocage ainsi, en les mettant de côté, ou même, c'est beaucoup pratiqué dans les négociations paritaires, je sais, dans les négociations patronat-salarié. Pourquoi pas faire des interruptions de séance aussi? Ok, on est en train de bloquer, de se crisper sur ce point. Ce que je vous propose, il est 18h43, on fait une pause. On se retrouve à 19h, on va tous fumer des cigarettes, boire des coups, et on se retrouve tranquillement à 19h. Donc on peut faire comme ça, parce que des fois dans des négos, on peut avoir des crispations. Vieille technique aussi, le tiers décideur. Vous vous rappelez de ce vieux film avec Whoopi Goldberg, L'associé? Elle s'était inventé un associé carrément, et qui lui facilitait les négos. C'est là, bah, écoutez, moi je ne peux pas décider en dernier ressort, il faut que j'en parle avec mon associé. Et ça, c'est très pratique de s'inventer comme ça un tiers décideur parce que ça vous permet de ne pas lâcher. Vous dites, écoutez, moi, je serais d'accord pour vous l'accorder, ça. Mais mon associé, je sais qu'il va être... Enfin bon, je vais lui demander. Mais là-dessus, sur ces sujets-là, c'est lui qui décide. Donc, ça peut être assez pratique. Voilà. 18h44. Olivier, tu pourras me féliciter pour le timing. J'ai une horloge, non mais Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Bon, évidemment, on peut se garder encore un tout petit peu de temps pour des questions-réponses, s'il en reste. Si je vous manque déjà, voici l'adresse de mon blog. Et puis, la dernière édition de mon livre, Comment trouver, fidéliser vos clients. On se fait quelques dernières questions? Écoute, oui, alors on avait eu une question là il y a quelques minutes. Est-on sur le rapport des 3% du montant total, je crois, pour ce cadeau?
comme tu parlais de cadeaux et d'offerts, est-ce qu'il y a matière à le valoriser? Y a-t-il un montant? Ça Je dépend ne des sais pas métiers, ce il n'y que a pas de c'est règle. le rapport des 3%, je ne comprends pas. Peut-être demander, peut-on négocier le prix du bouquin d'Arnaud? Tiens, c'est la pointe du Non, mois. je suis un psychorigide. Mais il coûte seulement 15,90 €. Et puis tu reverses tu fais du caritatif avec, non? Tu reverses pas pour, pas encore? Non, non. Et puis en plus, le caritatif que je fais, je le garde intime. Je trouve que le caritatif étalé, c'est un oxymore. Le caritatif, pour moi, c'est spontané et ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça doit être intime. Et les maisons d'édition refusent les rabais, ouais. J'ai l'ancienne édition, fait-il des reprises comme Apple? Je suis pas sûr ce soient des champions en reprise Apple, hein, mais Alors là, on a un long message de Catherine, là. ah, On va finir par celui-là. la demande est un peu atypique. Je suis traductrice. Il y a quelques mois, un bon client a trouvé un devis trop cher alors que le prix de base n'avait pas bougé depuis les premières traductions et le volume était en l'occurrence important. Il comparait mon devis à celui d'un autre traducteur moins cher, tout en précisant pourtant qu'il était très content de la qualité de mes prestations. Ne voyant pas comment justifier une baisse de mon prix de base, j'ai refusé, tout en précisant que j'étais désolé qu'il trouve mon devis cher. Et expliqué que mon prix de base était le reflet de mon hyper-spécialisation et de la qualité accordée à mon travail. J'ai perdu mon client, je l'ai recontacté, mais je n'ai jamais pu le regagner. Me suis-je trompé dans ma décision de ne pas bouger? C'est tout l'équilibre entre est-ce que je dis oui au chiffre d'affaires ou est-ce que je dis oui est-ce que je dis oui à la marge? Si vous avez décidé, Catherine, d'être dans une posture de psychorigide, moi je vous dirais bien sûr que non, vous ne vous êtes pas trompé, puisque votre décision stratégique, c'est de dire je ne bouge pas mes prix. La conséquence, c'est que je peux parfois perdre un client, mais j'accepte d'en perdre quelques-uns parce que je veux défendre cette posture de prix. Donc, déjà, est-ce que vous vous êtes trompé? Non, si vous voulez maintenir cette politique tarifaire. Non, vous ne vous êtes pas trompé parce que, visiblement, vous avez accès dans ce comparatif concurrence, vous avez réaxé sur ce qui fait la qualité de vos prestations. Et il y a une question un peu qui tue dans le comparatif concurrence, c'est si vous estimez que nos prestations sont exactement les mêmes et qu'elles sont en tout point comparables et que mon concurrent est moins cher, moi j'ai qu'un conseil à vous donner, foncez. Mais sous réserve exclusive que vous ayez l'intime conviction que nos prestations sont en tout point comparables, en tout point identiques, ou qu'elles vous apportent exactement la même valeur. Si vous y trouvez exactement la même valeur et que c'est moins cher, foncez. Foncez. Je foncerai, moi, à votre place. Mais, vraiment, les deux questions qui tuent, il me semble, elles sont là. C'est, est-ce que vous avez la certitude, la conviction que mes prestations sont exactement les mêmes? Et est-ce que vous y percevez la même valeur? Dans le cas des traductions, qui est un sujet que je connais un petit peu, une traduction de très grande qualité, relue, contrôlée, traduite par un natif, traduite par un spécialiste du secteur, peut avoir énormément de valeur dans certains cas et peu de valeur dans d'autres. Pour finir sur ce sujet-là, deux cas qui étaient très intéressants. Dans un cas, le client demande une traduction de son offre commerciale.
Et c'est une offre de plusieurs centaines de milliers d'euros. La traduction est stratégiquissime et je veux 3 experts pour faire la traduction et presque peu importe le prix. En revanche, le même client nous dit, quand je vous demande de traduire un appel d'offres, là, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que ça soit traduit le plus vite possible, comme ça j'ai le plus de temps pour répondre. Et donc, si l'appel d'offres il est traduit de manière approximative et qu'il y a quelques fautes, je m'en moque. Donc, c'est amusant de voir qu'un même client, dans certains cas, peut avoir une demande avec beaucoup de valeur et dans d'autres cas, une demande avec très peu de valeur. Et donc, comprenons bien voilà, où est-ce que le client met de la valeur. J'espère, Catherine, avoir répondu à votre question. Et du coup, je vois passer l'explication des 3% du montant total de la facture. Alors là, c'est une question plus juriste sur laquelle j'ai pas réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quand on fait du cadeau à un client, on est bridé juridiquement à 3% du montant Arnaud, total. Je sais pas. ça sera bien la première fois qu'on conclut un club par je ne sais pas. Hein, c'est une première. Comme quoi, tu vois, il y a des premières à chaque fois. Mais pour rebondir, parce que là, tu me titilles, Olivier, pour rebondir, moi, je vous invite à profiter de votre adhésion UPE 13 et à consulter le service de consultant de l'UPE 13 qui aura sûrement la réponse à cette question. Ou sinon, votre avocat préféré. Bon, écoute Arnaud, un grand merci pour ce webinaire. Merci à tout le monde de votre participation et de vos nombreuses questions. On vous donne rendez-vous le 23 juin avec Nathalie Lebrun pour le prochain webinaire et le prochain club de la performance commerciale. Un grand merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Très bonne soirée. Salut. Au revoir. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Ah, c'est super. On va passer tous les merci. Alors, j'en profite pour rappeler le numéro de la ligne conseil 04 88 66 88 66. À votre service. Et oui, et ils seront heureux de répondre. Voilà. Et je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être sont inscrits au Smart Business de demain soir. Donc, ça va être une première. On va tenter aussi une visio, voilà, pour se présenter en 2 minutes. Et donc, chacun pourra pitcher, c'est ça, Sylvie? Voilà. Ah, tu veux pas venir, Olivier? Tu veux pas nous rejoindre? Demain soir, je vais à la plage. N'oublie pas de mettre ton masque. Il y a trop de vent, il y a trop de vent là. Mais qu'est-ce qu'il y a comme vent? L'eau est froide. Ah, Gérard! Ah, il y a Gérard! Ah, je t'avais pas vu. Et moi, je t'avais vu. Gros plan. Comment ça va, Gérard? Impeccable. Ah, ça te fait plaisir de te voir. Oui, c'est un plaisir partagé. Comment tu as vécu ce confinement, Gérard? Sans problème particulier, dans de bonnes conditions. Je n'ai pas vu le temps passer. Il est même passé aussi vite que d'habitude. D'accord, excellent. Mais moins agréablement quand même. Oui. Bon. Écoute, j'espère qu'on pourra reprendre bientôt les rencontres réelles. Salut Laurence, je t'ai vu sur le chat, mais je ne t'ai pas vu en live. Bon, ça va, tu as la forme, Gérard? Oui, tout va bien. D'accord, super. Salut Arnaud, merci. Nathalie, je ne sais pas revenir vers toi là, pour l'organisation du prochain webinaire, mais tu as dû recevoir Sylvie, il y a Nathalie Lebrun donc, qui va intervenir le 23 juin. Oui, enchantée Nathalie. Voilà, donc est-ce que Nathalie, tu as reçu des codes pour créer ton compte Teams? Alors, mets ton micro, Nathalie. Normalement, tu vas dû. Excuse-moi, j'ai remis mon micro. Attends, j'ai déjà un compte Teams et j'aurais reçu un mail pour créer un compte Teams. Oui. Non, oui. De l'UPE 13. Ah, oui. Non, j'ai reçu une invitation. Moi, j'ai reçu une invitation avec un lien pour rejoindre Microsoft Teams. Bon, je vous fais passer les codes, Nathalie. Il n'y a pas de souci. Non, j'ai Donc, pas eu de code. Sylvie va t'envoyer les codes. Je note. Voilà, pour que tu puisses te connecter en fait en mode présentatrice. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on a quelques tests avant? Pardon? Est-ce qu'il faudra que l'on teste avant ensemble? Oui, on fera un petit test avant, mais il faut d'abord que tu reçoives tes codes pour que tu puisses te connecter, puis et je t'appellerai avant, on fera les ajustements nécessaires.